Salut tout le monde et bienvenue à nouveau aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, j'ai pas publié de vidéo la semaine passée. En vrai, je suis pas mal sûre que personne ne l'a remarqué, mais c'est le cas. J'ai pas publié de vidéo, j'avais vraiment besoin d'un week-end pour me reposer, un week-end tranquille où j'avais pas de pression, rien à faire, parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc voilà, c'est ça. J'ai sauté une semaine, mais ça m'a vraiment laissé le temps de pouvoir justement travailler sur de nouveaux sujets. Notamment le sujet d'aujourd'hui que j'avais très hâte d'aborder avec vous. On est le 14 février. Je voulais donc aujourd'hui parler de joie, d'amour, de bonheur et de romance. Mais à ma façon. Donc, vous l'aurez deviné, le sujet de notre journée d'aujourd'hui va être la Saint-Valentin. J'ai fait un petit maquillage aussi aujourd'hui dans le thème de la Saint-Valentin. J'ai essayé de fitter un petit peu avec le sujet de ma vidéo. Je reviens juste du Sephora, je suis revenue il y a quelques minutes, puis j'étais tellement heureuse d'essayer tous mes nouveaux produits. J'en ai eu pour une somme astronomique, on va même pas en parler. Mais c'est ça, j'avais super hâte de les essayer, donc là je suis vraiment contente du résultat. Je sais pas si ça rend bien en vidéo ou pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait un petit cœur juste là sur la joue. Je ferai un petit zoom dessus au cas où ça se voit pas bien. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis le début de ma chaîne, tout d'abord un grand merci. J'ai pas posté de vidéo comme je l'ai dit la semaine passée, mais j'ai vu malgré ça mon nombre d'abonnés continuer d'augmenter à chaque jour. J'avais une dizaine, quinzaine de nouvelles personnes. Soit, je suis pas à des millions d'abonnés malheureusement, mais ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Ne serait-ce qu'une ou deux personnes chaque jour, c'est vraiment un plaisir pour moi de voir qu'il y a au moins une personne qui a pris le temps de regarder mes vidéos puis à qui ça a plu. Donc un grand merci tout d'abord. Donc comme vous l'avez remarqué, je fais souvent des petits warnings au début de mes vidéos pour les personnes qui sont un petit peu plus sensibles peut-être puis qui auraient du mal avec les sujets un peu sanglants, tout ça. Donc il n'y aura pas de warning aujourd'hui parce que la vidéo du jour est quand même un petit peu plus légère. Le sujet est plus léger que ceux que j'ai pu aborder dans mes dernières vidéos qui, je l'avoue, étaient un petit peu intenses. Je m'excuse pour les personnes là qui m'ont texté parce que les sujets étaient vraiment intenses. Mais c'est ça, ça va être un crime, mais il n'y aura rien de glauque, il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de détails gore. C'est vraiment une histoire que tout le monde peut écouter. Je sens déjà que beaucoup d'entre vous vont être très déçus de ça, mais il en faut pour tous les goûts. Puis effectivement, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu tranquille, un petit peu plus léger, un petit peu moins intense. Mais rassurez-vous, on va très vite revenir à nos classiques. Mais aujourd'hui, que vous ayez un cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous pouvez vous asseoir car on va commencer. Donc pour notre vidéo du jour, on va parler de Nathan Luthold. C'est un cas qui a été quand même très peu médiatisé et qui s'est déroulé en 2013. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime ça plutôt parler justement de cas qui ont été très peu médiatisés, qui sont un petit peu moins connus du grand public, puis de mettre un petit peu la lumière là-dessus. Je pense que toutes les personnes qui sont fans de true crime comme moi, on a tous déjà vu des dizaines de documentaires sur Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez. C'est vraiment des cas qui sont extrêmement médiatisés et dont tous les youtubeurs ont déjà parlé. Fait que c'est ça, moi j'avais plutôt envie justement de faire la lumière un petit peu sur des cas qui sont un peu moins connu du grand public. Regardez-moi bien faire une vidéo sur Jeffrey Dahmer dans 5 mois et me sentir complètement stupide d'avoir dit ça. Donc pour en revenir à notre histoire du jour, Nathan est donc un Américain de 37 ans qui vit en couple avec sa femme Denise Newton Luthold, qui a elle 39 ans à l'époque. Ils ont 3 enfants. Leur fils est né 7 à 12 ans, la petite Julia a 10 ans et leur petite dernière, Janelle, a à l'époque 4 ans. J'avoue que j'ai pas trouvé énormément d'informations sur le passé du couple, de savoir un petit peu dans quel environnement familial Nathan et Denise avaient grandi, s'ils avaient des frères, des sœurs, si leurs parents étaient toujours là. Je sais que les parents de Denise étaient toujours présents et passaient énormément de temps avec la famille, mais en ce qui concerne Nathan, j'avoue avoir eu assez peu de détails. Ils forment tous les 5 une famille extrêmement heureuse et vivent dans la ville de Peoria dans l'Illinois. Denise et Nathan se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore étudiants. Denise était la première petite amie de Nathan et ils se sont mariés quand même assez jeunes. Ils sont décrits par leurs proches comme étant toujours sur la même longueur d'onde. Leurs amis et leur famille avaient toujours l'impression que c'était le couple parfait, qu'il n'y avait jamais d'ombre dans leur mariage, que tout se passait parfaitement, que leur famille vraiment vivait une vie parfaite. Certains de leurs amis ont même avoué être jaloux de leur relation. Ils avaient vraiment l'air d'être des âmes sœurs, de s'être rencontrés au parfait moment, au parfait endroit, et comme je dis, d'être toujours sur la même longueur d'onde, donc il y avait un petit peu de jalousie parfois par rapport à ça. Même leurs enfants étaient extrêmement appréciés. Ils étaient décrits comme des enfants modèles, ils étaient toujours souriants, toujours de bonne humeur, ils obéissaient à tout ce qu'on leur disait, ils avaient de bonnes notes à l'école. En un mot comme en sens, c'était vraiment la famille parfaite. En tout cas en surface, car quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que leur famille est tout sauf parfaite.
Tous les deux sont extrêmement religieux. Denise à l'époque travaille pour une compagnie d'assurance et Nathan lui est un missionnaire baptiste. Donc son rôle en tant que missionnaire de l'église était d'aller de ville en ville pour répandre la parole de Dieu. À cet effet, il voyageait énormément, il était même invité un petit peu partout dans le monde. Au moment où se passait l'histoire, donc en février 2013, son dernier voyage en date se trouvait être en Lituanie, où Denise et lui avaient déjà vécu pendant quelques mois, quelques années auparavant. On reviendra plus en détail là-dessus un petit peu plus tard dans l'histoire. Il part donc en voyage en Lituanie, dont il rentre aux alentours du 10 février 2013. Le 14 février 2013, soit 4 jours après, il dépose sa fille Jenelle, donc sa petite fille qui est âgée de 4 ans, à l'école au matin, comme il fait habituellement, avant de se rendre au travail. C'est Denise qui se chargeait de récupérer les enfants. C'était comme ça que ça fonctionnait, ils avaient l'habitude de faire de cette façon. Donc le matin, Nathan déposait les enfants, puis dans l'après-midi, Denise les récupérait à l'école. Mais ce jour-là, le jour donc du 14 février 2013, personne n'alla chercher la petite Jenelle à l'école. Ce sont les beaux-parents de Nathan, donc les parents de Denise, qui reçoivent un appel téléphonique de l'école les informant que personne n'est revenu chercher la petite Jenelle à la sortie de ce jour-là. Immédiatement, ils contactèrent Nathan pour l'informer de la situation. Nathan leur dit qu'il se mettait en route, qu'il allait directement rentrer chez lui, puis voir ce qui se passait et voir où était Denise et la raison pour laquelle elle n'était pas allée chercher la petite Jenelle ce jour-là à l'école. Et c'est aux alentours de 15h30 qu'un appel est passé au 911. Durant cet appel, Nathan informe les autorités qu'il se trouve être devant sa propre maison, puis qu'il se rend compte que la porte du garage est restée grande ouverte et qu'une des fenêtres est complètement brisée. Donc forcément, il s'inquiète de ce qui a pu se passer à l'intérieur de la maison, savoir s'il a été cambriolé, si quelque chose est arrivé à sa femme. Fait que c'est ça, il est resté en dehors de la maison, il n'est pas rentré, il a appelé directement les autorités. Et lorsque les autorités sont arrivées, Nathan se trouvait toujours en dehors de la maison, il n'était toujours pas rentré, donc il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Donc une fois arrivés sur place, les policiers entrèrent à l'intérieur de la maison et découvrirent immédiatement le corps de Denise étendu sur le sol. Elle avait été abattue d'une balle en pleine tête. La maison avait été complètement saccagée. Tout avait été complètement retourné, les tables, les meubles, il y avait des papiers un petit peu partout, puis certains objets étaient manquants. Ce qui fait qu'immédiatement, ils ont pensé à un cambriolage qui aurait mal tourné. Ça, c'était la première idée des policiers. Mais après quelques petites recherches un petit peu plus approfondies, ils se rendirent compte que la scène de crime était effectivement sans dessus-dessous et que tout ressemblait à un cambriolage, mais que ça avait l'air pas mal orchestré. Ils se rendirent compte que la façon dont la maison avait été complètement retournée semblait presque trop nette. Le corps de Denise ne montrait aucun signe qu'elle ait essayé de se défendre à quelque moment que ce soit. Ils en conclurent donc que l'assassin n'était probablement pas un inconnu ayant pénétré dans la maison pour les cambrioler, mais qu'il s'agissait plutôt de quelqu'un qui était proche de la victime. Après avoir seulement échangé quelques mots avec Nathan, ils se rendirent compte immédiatement qu'il avait une façon très étrange de réagir face à la mort de sa femme. Il ne montrait aucune émotion et semblait presque parler d'une voix robotique comme s'il avait déjà préparé son texte à l'avance. Dans ce type de scène de crime, c'est toujours le mari qui est le premier suspect, mais dans ce cas précis, Nathan était le seul et unique suspect. Ils trouvèrent notamment certains indices qui les poussaient encore plus à croire que Nathan était le responsable. Ils trouvèrent dans sa chambre l'un de ses pulls qui contenait des traces de résidus d'armes à feu. Nathan déclara qu'il avait effectivement 3 armes à feu chez lui, dont le fameux calibre 40, celui qui a été retrouvé près du corps de Denise. Mais il se défendra en attestant qu'il avait perdu cette arme à feu précise quelques jours avant le meurtre, mais que la personne qui s'était introduite chez lui dans l'idée de le cambrioler avait probablement remis la main sur cette arme et qu'il s'était, suite au meurtre, enfui avec l'arme en sa possession. Quant aux traces de résidus ayant été retrouvées sur son pull, d'après lui, c'était uniquement dû à la partie de chasse qu'il avait fait quelques semaines auparavant. Autant vous dire que cette explication n'a vraiment pas convaincu les policiers. Autre chose, ils découvrirent proche du corps de la victime une trace de pas boueuse qui avait été laissée, et très étrangement, cette trace de pas correspondait avec la pointure de Nathan. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font la même pointure de chaussure. Ça veut pas forcément dire que c'est lui. Mais quand même, ça rajoute encore une suspicion. À ce moment-là, les policiers sont dans le flou total. Est-ce qu'ils se trouvent effectivement face à un cambriolage qui a mal terminé, ou face à un règlement de compte marital? C'est une note laissée par Denise en date du 14 février, soit le jour de son assassinat, qui leur mettra la puce à l'oreille. Donc le 14 février, jour où tous les couples s'écrivent de beaux et longs poèmes et mots d'amour sur des papiers avec imprimés à petits cœurs, Denise, elle, laissa une lettre pour son mari, plutôt étrange, qu'elle avait écrite sur une feuille arrachée d'un de ses calepins. Dans cette note, elle déclarait notamment être au courant de tout ce que Nathan pensait d'elle, du fait qu'elle n'était pas une bonne mère, du fait qu'il serait beaucoup plus heureux sans elle et qu'il la préférerait morte plutôt que d'avoir à continuer à vivre avec elle.
Elle écrit aussi qu'elle ne sera jamais assez bonne à ses yeux et termine par si en 17 ans de mariage je n'ai jamais pu te rendre heureux, alors je ne le pourrai jamais. C'est fini, j'arrête de me battre. Bien sûr, cette lettre apparut comme la preuve principale dans cette affaire et permit à nouveau de pointer le doigt en direction de Nathan. Nathan leur livra néanmoins un alibi qui semblait tenir la route, car il fut aperçu sur toutes les caméras de surveillance de chaque endroit où il avait attesté être, exactement à l'heure où il disait y être. Mais lorsqu'ils analysèrent les vidéos de surveillance, ils se rendirent compte que oui, effectivement, Nathan se trouvait bien aux endroits qu'il leur avait indiqués, à l'heure précise qu'il leur avait indiqué aussi. Mais la façon dont il apparut sur les vidéos était tout sauf naturelle. On avait presque l'air effectivement qu'il cherchait juste à se créer un alibi et s'assurer d'être vu. Suite à ça, les autorités qui continuèrent leur traque du coupable prirent possession de certains objets de Nathan, notamment son ordinateur, dans lequel ils trouvèrent des recherches laissées par Nathan plutôt étranges. Quelques semaines seulement avant le décès de sa femme, il avait fait des recherches sur comment empoisonner quelqu'un, comment étrangler quelqu'un jusqu'à ce que mort s'ensuive, et il avait aussi fait des recherches sur l'arme précise qui avait été utilisée pour le meurtre. Comme je vous le disais précédemment, quand on regarde un petit peu plus en détail dans le passé du couple, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il cachait. En 1998, lorsque Nathan entama sa première mission au sein de l'église, il fut envoyé avec Denise en Lituanie où ils passèrent tous les deux environ un an. Alors que le couple vivait donc en Lituanie, Nathan fit la rencontre d'une petite fille de 6 ans nommée Ena Dobilet. Il eut un énorme coup de cœur pour cette petite fille et décida de la sponsoriser dans le but que lorsqu'elle ait 18 ans, elle soit en capacité de venir s'installer aux États-Unis, où elle pourra continuer ses études et vivre dans l'espoir d'avoir une vie un petit peu meilleure que celle qui lui était offerte en Lituanie. La demande de sponsorisation fut acceptée et donc lors de ses 18 ans, Ena déménagea aux États-Unis où elle s'installa dans l'Illinois sous le toit de la famille Letold. Ne parlant pas un mot d'anglais, elle avait au début énormément de mal à communiquer avec sa nouvelle famille, notamment les enfants de Denise et Nathan qui ne parlaient pas eux le lituanien, mais Nathan parlait lui un lituanien proche de la perfection, ce qui fait que forcément un lien très intense s'est immédiatement créé entre Ena et Nathan. N'ayant donc aucun repère aux États-Unis, aucun ami, ni même personne parlant sa langue, forcément elle passait vraiment beaucoup de temps avec le père de famille. Les amis de la famille Letold l'aimaient beaucoup eux aussi. Ils la décrivaient comme une jeune fille extrêmement intelligente, toujours prête à aider et vraiment dévouée à sa nouvelle famille. Elle était notamment très impliquée dans le travail de Nathan avec l'église, auquel elle participait assez régulièrement. Donc comme je l'ai dit précédemment, un lien extrêmement fort s'était créé immédiatement entre Nathan et Ena. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble, notamment beaucoup de sorties. Ils faisaient du shopping, ils faisaient du tir aussi, des cours de tir. Puis effectivement, ils ont commencé à aller à l'église ensemble, puis à travailler ensemble sur des missions. Donc Ena commença à accompagner Nathan lors de ses nombreuses missions à travers le monde. À ce moment-là, ça n'avait pas l'air de gêner Denise. Elle ne voyait aucun problème à ce que Nathan et Ena voyagent tous les deux, car d'après elle, effectivement, ils avaient une relation très fusionnelle, mais c'était vraiment la relation qu'un père avait avec sa fille. Ena jusqu'à là suivait des cours en Floride, mais lorsqu'elle eut atteint l'âge de 20 ans, elle déménagea pour s'installer à Chicago où elle continua ses études. Et c'est à ce moment-là que des tensions commencèrent à apparaître au sein du couple Letold. Nathan était apparemment de plus en plus distant, il ne passait plus de temps avec sa famille, et lorsqu'il était présent avec Denise, il ne faisait que se disputer. Après le meurtre de Denise, comme on l'a dit précédemment, tous les yeux étaient rivés sur Nathan. Pour eux, c'était vraiment le coupable parfait, mais jusqu'à là, il n'y avait pas encore de preuves concrètes pour procéder à son arrestation. C'est à ce moment-là que des langues commencèrent à se délier. Des voisins du couple contactèrent la police pour les informer de ce qu'ils avaient vu le jour de la mort de Denise. L'un des voisins déclara notamment avoir vu Nathan, quelques heures seulement avant la découverte du corps, marcher à quelques rues de chez lui. Il avait l'air apparemment extrêmement suspect. Il ne cessait de se retourner et de regarder derrière lui comme s'il avait peur que quelqu'un le suive. Et apparemment ses habits étaient complètement souillés, il y avait de la boue un petit peu partout. Et Nathan passait à ce moment-là devant un parc où sera retrouvée un petit peu plus tard la voiture abandonnée de Denise. Un autre de ses voisins déclara avoir vu Nathan exactement au même endroit et il le décrira exactement de la même façon que le premier homme, comme ayant des habits vraiment souillés avec de la terre un petit peu partout. Il pensa qu'il s'agissait d'un cambrioleur qui avait peut-être déjà sévi ou allait sévir, donc il s'assura effectivement d'avoir une description complète de l'homme. Il faut savoir que la famille Letold vivait dans un quartier très résidentiel où effectivement tout le monde connaissait tout le monde. Puis vous savez que ce genre de petit village, effectivement, lorsque vous voyez quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire, tout de suite ça attire l'attention et effectivement c'est ce qui s'est passé ce jour-là avec Nathan.
Dès le premier jour du procès, il fut immédiatement accusé d'avoir tué Denise volontairement dans l'espoir de commencer une nouvelle vie avec Eina, qui d'après eux se trouvait être sa maîtresse. Durant l'audience, Nathan se montra extrêmement tendu, il avait l'air totalement stressé, totalement perdu, et il niera absolument toutes les charges étant retenues contre lui. Il attesta qu'il n'y avait rien d'autre que de l'affection et de l'amour comme un père pourrait donner à sa fille entre Eina et lui, et qu'à aucun moment il n'avait jamais pensé à tuer sa femme. Tout le monde savait depuis le début qu'il allait dire ça, il n'y avait aucune surprise car depuis le premier jour, il niait absolument tout en bloc. Donc ce que tout le monde attendait vraiment avec impatience, c'était l'interrogatoire de Eina. Lorsque la jeune femme fut appelée à la barre, elle fut immédiatement interrogée sur la nature de sa relation avec la famille Leutold. Elle attesta avoir toujours été en excellents termes avec eux, qu'elle avait passé des moments incroyables au sein de cette famille et que, effectivement, il n'y avait absolument rien entre Nathan et elle. Elle se fit d'ailleurs à demander durant l'interrogatoire si elle avait un jour déjà dit à Nathan qu'elle l'aimait, ce à quoi elle réponda que non, ça n'était jamais arrivé. Eina, ne parlant pas un anglais parfait, avait un traducteur avec elle qui s'assurait de traduire absolument tout ce qu'elle disait et tout ce que l'avocat lui répondait en retour. Mais Eina et Nathan, qui parlaient un lituanien parfait, s'énervèrent à de nombreuses reprises contre ce traducteur, attestant que la traduction était complètement fausse. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'au début de l'interrogatoire, elle parle un anglais vraiment mauvais, elle a énormément de mal, elle bute sur chacun de ses mots, mais après quelques altercations avec le traducteur, elle se met étrangement à parler un anglais parfait. À la suite de son interrogatoire, une gérante de spa fut invitée à se présenter à la barre. Elle attesta avoir déjà vu Nathan ainsi que Eina se présenter dans son établissement à de très nombreuses reprises. Le couple venait très souvent se faire masser ensemble et avoir des soins du corps, ce qui fait que la gérante de spa n'avait même à aucun moment imaginé que Nathan puisse être marié. D'après lui, Eina était sa compagne. Et elle attesta avoir entendu parler de Denise pour la première fois seulement lorsqu'elle ouvrit les journaux et apprit la nouvelle de sa mort. Suite à cela, un avocat présenta à Eina l'un des emails que Nathan lui avait envoyé le 18 janvier 2013, soit 3 semaines environ avant la mort de Denise, et cette date coïncidait avec la date de son déménagement à Chicago. Dans l'email en question, Nathan lui disait à quel point il s'en voulait de l'avoir laissé tomber, qu'il allait travailler dur pour que leur relation perdure et qu'il était extrêmement chanceux de l'avoir dans sa vie et que sans elle, il ne serait rien. Je fais juste une petite parenthèse parce que quand tu prévois un crime, quand c'est prémédité, n'envoie pas de email, n'envoie pas de message texte, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça? En même temps, tant mieux, ils se font choper comme ça, c'est très bien. Mais soyez intelligents les gars. Et effectivement, après 6 jours d'audience et après toutes les preuves ayant été présentées contre lui, Nathan fut déclaré coupable et fut condamné à 45 ans d'emprisonnement. Ce dénouement laissa de nombreuses personnes perplexes car effectivement Nathan avait dévoué sa vie à l'église et à faire le bien autour de lui, ce qui fait que beaucoup de personnes avaient du mal à croire que Nathan était effectivement le coupable. Ils pensaient qu'il y avait eu un cambriolage qui avait mal tourné et continuaient d'aller dans le sens de Nathan. Mais non, faut se rendre à l'évidence, c'est Nathan qui a fait ça. Le juge lui-même conclura sa sentence par « Je me dois de vous donner un certain crédit, monsieur Leutold. Vous avez dédié votre vie à aider les autres et avez effectué durant cette vie un grand nombre de bonnes choses. Mais ce 14 février dernier, vous avez tout empoisonné. » Peu après le dénouement du procès, de nombreux proches de la famille partagèrent leurs témoignages sur cette affaire. L'un d'entre eux s'appelait William Harper et il était un des voisins des Leutold ainsi qu'un très bon ami de Nathan. Il déclara notamment que la relation que son ami entretenait avec la jeune lituanienne était extrêmement malsaine de son point de vue. Au début, il aimait beaucoup Eina comme à peu près tous les amis de la famille, mais très vite il se rendit compte qu'effectivement lorsque Nathan et Eina étaient tous les deux ensemble, il y avait quelque chose d'assez bizarre dans l'air, que leur relation était tout sauf une relation père-fille, qu'il y avait bien plus que ça. Et il se rendit compte de ça notamment lorsque le couple commençait à partir de plus en plus souvent en voyage ensemble, les voyages humanitaires qu'ils faisaient pour l'église, mais cela lui semblait vraiment étrange, notamment du fait qu'ils passaient toute leur nuit ensemble, ils dormaient dans le même hôtel. Il y avait vraiment quelque chose de louche dans ça et son ami s'en était rendu compte immédiatement. William passa beaucoup de temps avec Nathan après les funérailles de Denise et c'est à ce moment-là qu'il déclara avoir commencé à douter de sa sincérité et à douter du fait que ce serait peut-être lui effectivement le coupable. Car après les funérailles de sa femme, Nathan n'avait versé aucune larme, ne semblait montrer aucune émotion et passait énormément de son temps à parler de Eina plutôt que de sa femme qu'il venait de perdre. Nathan parlait cependant beaucoup de ses enfants pour qui il disait ressentir une immense tristesse de les savoir privés de leur mère.
Il sera découvert aussi après le procès que les parents de Nathan avaient payé Aina en lui demandant de ne rien dire lors du procès, de nier absolument toute relation entre elle et leur fils et de tout faire pour essayer de le sortir de cette situation et de lui éviter la prison. Et après seulement quelques semaines en prison, c'est l'un des codétenus de Nathan qui fit une révélation à la police, déclarant que Nathan lui avait avoué le meurtre de sa femme. Il déclara à l'homme que tout était prémédité depuis le début, qu'il avait tué sa femme, qu'il n'avait aucun remords, qu'il avait tout d'abord pensé à l'empoisonner, mais que finalement il avait peur que cela laisse des traces, et il avait plutôt pensé à lui tirer une balle en pleine tête pour la tuer. Son plan était donc de prétendre être parti travailler ce jour-là, de se cacher dans une armoire en attendant que sa femme passe devant, puis de lui tirer une balle au milieu de la tête avant de faire passer cela pour un cambriolage. Les policiers se rendirent compte immédiatement que ce témoignage était forcément vrai, car énormément de détails ayant été partagés par le codétenu de Nathan se trouvaient correspondre à la scène de crime, des détails qui n'avaient jamais été communiqués auparavant. Malgré de nombreuses recherches, je n'ai pas été en capacité de trouver des informations sur Aina et de savoir ce qu'il était arrivé pour elle à la suite du procès. Elle n'est effectivement pas coupable du meurtre de Denise, pas physiquement en tout cas, mais je me pose effectivement la question de savoir si, comme son sponsor se trouve actuellement en prison, est-ce qu'elle a été déportée en Lituanie ou est-ce qu'elle vit toujours aux États-Unis actuellement? Si de votre côté vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que comme je vous dis, moi de mon côté, j'ai rien trouvé pour le moment. Comme certains le savent, je passe une grande partie de mon temps à écouter des chroniques criminelles. Puis récemment, j'ai écouté une certaine histoire qui se passait aussi aux États-Unis. C'est toujours aux États-Unis que ce genre d'histoire se passe de toute façon. C'était l'histoire de 3 amis d'une quinzaine d'années à peu près, qui étaient vraiment très très proches, passaient tout leur temps ensemble. Mais à un moment donné, 2 des 3 filles commencèrent à se rapprocher vraiment et se rendre compte que la troisième était un boulet pour elle et qu'elle n'avait plus envie de passer leur temps avec elle et qu'elle voulait vraiment juste rester à 2. Et suite à ça, elles ont décidé plutôt que de lui dire très gentiment, écoute, on t'apprécie, on a passé des bons moments avec toi, mais au jour d'aujourd'hui, tu sais, ça matche plus, là, faut qu'on prenne des chemins différents, donc nous on va rester ensemble, puis toi, tu vas trouver un nouveau gang. Mais au lieu de faire ça, elles se sont dit que la meilleure façon de se débarrasser de leur amie serait de la tuer. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus facile que d'avoir une simple discussion avec la personne. Et cette histoire me rappelle beaucoup notre histoire d'aujourd'hui, car comme je vous l'ai dit, j'écoute beaucoup de chroniques criminelles, puis j'entends énormément de faits qui se sont passés avec des gens mariés qui tombent amoureux de quelqu'un d'autre, puis au lieu de demander le divorce, tout comme Nathan aurait pu simplement le faire, préfèrent tuer leur conjoint pour pouvoir vivre avec leur maîtresse. Et ça me rend dingue de voir que ces personnes préfèrent ruiner leur vie, la vie de leurs proches, de leur famille, plutôt que de passer par une simple discussion ou une signature de papier. Quand j'entends ça, je me demande vraiment dans quel monde on vit et je trouve ça d'une telle lâcheté. J'espère que cette petite spéciale Saint-Valentin vous a plu et que de votre côté, que vous soyez en couple ou seul, vous passerez un excellent week-end, une excellente journée, que vous recevrez plein d'amour. Comme d'habitude, laissez-moi vos avis en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte effectivement la semaine passée que ça m'avait fait un bien fou de réussir à me reposer un petit peu et de ne pas avoir de vidéo à faire. Mais d'un autre côté, ça m'avait énormément manqué. J'aime ça, faire mes petites recherches durant la semaine, puis filmer ma vidéo le week-end, vous retrouver, puis échanger avec vous, ça me fait énormément plaisir. Donc comptez sur moi pour essayer de faire ça le plus souvent possible et essayer de ne pas manquer une seule semaine pour nos rendez-vous hebdomadaires. De mon côté, je vous souhaite à nouveau une très bonne Saint-Valentin, merci encore d'avoir été là, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos toutes plus glauques les unes que les autres. Bye! Bye bye! Bonne Saint-Valentin! I love you!